Dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être en votre compagnie encore ce soir. Tout de suite, la météo. Bonsoir aux populations de Sakété. Le menu de ce grand rendez-vous comporte 4 rubriques. Que dis-je? 3 rubriques. J'aurais aimé vous avoir 4 rubriques, mais ce soir, on va devoir se contenter de 3 rubriques. Et voilà, on démarre avec la série sur le changement climatique et le genre. La série se poursuit avec Amandine Agnambossou. Ce sera dans Nature et Bien-être. Et oui, le Bénin se positionne encore dans l'approche genre. À sa suite, le plateau Expert parle de la médecine vétérinaire. Nous recevrons un spécialiste de la question, le professeur Abbas Atindeou, qui vient nous parler des solutions qui existent dans le règne végétal pour contrer les maux qui minent les animaux. Le dernier plateau Horizon Culture, quant à lui, reçoit pour vous un artiste comédien. Avec lui, on aborde les différentes manières de détecter un talent dans le domaine musical. L'heure du rendez-vous, que dis-je? Le journal est sacré, vous le savez, sur le grand rendez-vous. Ulvaïs Balogun est là pour la présentation des titres. Ulvaïs, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Vous avez l'antenne pour la présentation des titres. On se retrouve tout juste après. Alors merci Agnat Bello. Hier, 22 novembre, c'était la journée africaine de la statistique. Une occasion pour se pencher sur des sujets relatifs à la disponibilité des données statistiques et sur la façon de les analyser pour mieux s'organiser. Ensuite, on parlera du phénomène de grossesse en milieu scolaire qui touche des centaines de filles au Bénin. Une situation qui remet au goût du jour les questions relatives à la santé de la reproduction. Enfin, nous irons découvrir comment le savon liquide, très prisé des ménages, est produit de façon artisanale au Bénin. Voilà, Agnat Bello, pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Eh bien, Yves Balogun, j'espère que vous avez du savon liquide pour moi également. Mesdames et messieurs, je vous dirai s'il m'en donne ou pas. Eh bien, le premier plateau du grand rendez-vous, quant à lui, s'installe. Nature et bien-être. Ce soir, on s'intéresse au changement climatique à nouveau. C'est avec Amandine Agnambossou et son invité qui sont déjà là. Bonsoir Amandine Agnambossou, comment vous allez? Bonsoir à vous, Agnat Bello. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes très rayonnante ce soir. Vous êtes rayonnante également. Vous avez aussi choisi le vert, hein? Comme notre invité d'ailleurs. On parle justement environnement, donc tout le monde est en vert. Tout le monde est en vert. C'est le vert qui gagne quand on parle d'environnement. Merci à vous. Eh bien, notre invité ce soir, elle s'appelle Madame Djimadja. Elle est point focal genre et changement climatique. Amandine Agnambossou, Oui, le plateau elle est est à vous. point focal et genre changement climatique au ministère du cadre de vie et du développement durable. Madame Djimadja, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà à partir de quel moment le concept genre et changement climatique a été élaboré.
Le concept genre et changement climatique a franchi le premier pas à Marrakech lors de la COP 7 en 2001, où les parties à la Convention ont adopté 2 décisions concernant le genre et la participation des femmes. C'est la décision 36 CP17 qui affirme pour la première fois la nécessité d'améliorer l'égalité participative des femmes et leur représentation dans les organes établis par la Convention. En 2012, à Doha, pour la COP 2018, la COP 18, une journée genre est organisée au cours de chaque COP. Donc c'est à partir de Marrakech et puis après à Doha, oui. Oui, que une journée genre est organisée à chaque COP. À la COP 20 2014 à Lima, il y a un programme d'action qui a été élaboré. Et cerise sur le gâteau, à la COP 23 à Bonn l'année dernière, il y a un plan d'action genre qui a été élaboré. Et chaque pays parti à cette convention doit d'abord nommer un point focal genre et changement climatique pour s'occuper de toutes les questions liées au genre et changement climatique dans son pays et traduire ce plan qui est élaboré, validé au niveau international en un plan d'action national. D'accord, mais si vous permettez, déjà dites-nous, est-ce que c'est si important d'avoir quelqu'un qui s'occupe du genre et du changement climatique? Qu'est-ce que ça apporte véritablement? C'est très important parce que les femmes sont... Quand on parle de genre d'abord, je voudrais signifier que ce n'est pas les femmes. Ou ce n'est pas que les femmes? Ce n'est pas que les femmes, il y a les femmes, les hommes, les personnes âgées, les enfants, tous les groupes vulnérables au changement climatique. Mais les femmes sont doublement frappées par les changements climatiques. Je donne un exemple tout simple. Oui. Si par exemple il y a inondation, tu fais des changements climatiques et que la femme mène des activités génératrices de revenus, comme on le voit souvent dans notre pays, elle installe son étalage au portail, et que l'homme doit sortir pour aller chercher le bien-être de la famille, la femme est contrainte de rester à la maison dans l'eau, avec les enfants, et son activité génératrice de revenus est hypothéquée, ne pourra pas installer ses marchandises. Donc c'est un exemple. Donc c'est ça qui explique beaucoup plus sa vulnérabilité. Et les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes rôles dans la société. Pour aller chercher de l'eau, c'est la femme. Pour aller chercher de fagots pour la cuisson à la maison, c'est les femmes. La femme a tellement de rôles dans la société. Si elle n'est pas prise en compte dans les décisions qui sont prises, dans la mise en œuvre des actions liées au changement climatique, je crois que nous ne pourrons pas arriver à bout de ce changement climatique. La limitation du degré de réchauffement climatique à 1 degré, ce serait hypothétique. Mais maintenant, bon, le Conseil géant, c'est depuis 2001. Pourquoi avoir attendu 2018 avant d'installer un point focal? Par exemple, quand on prend le cas du Bénin. Nous devrons d'abord... Le Bénin fait partie des 4 pays de l'Afrique subsaharienne qui ont déjà nommé un point focal sur les changements climatiques. Donc, on a déjà beaucoup avancé. C'est déjà salutaire. Et ce n'est pas en 2001 que cette question de nomination des points focaux genre ont été posées. C'est la question de négociation, de la prise en compte des femmes dans les actions liées au changement climatique. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quelqu'un forcément pour piloter ces actions. Exactement, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour coordonner. Le Bénin a pris l'option de choisir de nommer une femme, mais dans d'autres pays, il y a des hommes qui sont... mais quand on parle genre, bon, directement, on voit la femme, donc ça n'aurait... Oui, on voit la femme directement parce que... Est-ce que c'est seulement les femmes qui peuvent dépendre des femmes? On peut avoir des hommes qui dépendent. On peut avoir des hommes également. Mais c'est parce que l'inégalité entre les hommes et les femmes est tellement criarde que, bon, quand on parle de genre, les femmes sont souvent au devant, pas forcément pour arracher la place des hommes, mais pour rester à leur côté et que le combat soit mené ensemble pour que les résultats soient Et quelles sont alors les politiques élaborées au niveau national alors pour aider ces personnes vulnérables à être plus résilientes?
Je dirais que le genre, aussi bien le genre que le changement climatique, sont des thématiques transversales. Oui. Si je prends par exemple le cas tous les ministères, tous les secteurs sont impactés par les changements climatiques. Donc chaque ministère sectoriel, à son niveau, mène des actions pour pouvoir quand même s'adapter au changement climatique ou bien s'atténuer parce que les changements climatiques, soit on s'adapte parce que on atténue. soit on atténue. Donc le ministère est là pour coordonner toutes ces actions. À la COP24 qui aura lieu en Pologne, il y a 2 journées qui sont dédiées rien qu'au renforcement de capacité des femmes. Des points focaux genre, pas des femmes. Des points focaux genre. Des points focaux genre. Voilà. Donc, pour aller représenter le Bénin à cette COP, il faut que tout ce qui se fait, toutes les actions qui se mènent au niveau des secteurs soient quand même compilées, concentrées pour aller dire voilà la position du Bénin. Et c'est ce qui a été fait hier seulement au ministère du cadre de vie et du développement durable, où les ministères sectoriels ainsi que les ONG ont été invités à nous fournir les actions qui sont menées dans ce cadre-là pour que toutes ces actions soient capitalisées et montrer à la COP que voilà ce que le Bénin est en train de faire. En dehors de ça, le Bénin est dans le processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation. Donc nous avons commis une étude pour voir comment le genre est intégré dans ce processus d'adaptation au changement climatique. Et hier également, au ministère du cadre de vie, les consultants ont présenté le rapport sur la revue documentaire. Ils sont au niveau de la revue documentaire. La journée d'hier était alors très intéressante. Très intéressante et très chargée. Oui, mais puisque la COP, c'est déjà la semaine prochaine. Donc c'est nécessaire qu'on s'active. Voilà. Déjà, dites-nous, puisque vous avez parlé de tous ces acteurs-là avec qui vous avez échangé, est-ce que vous avez vraiment eu l'impression que l'approche genre au niveau du changement climatique, c'est une chose partagée au niveau de tout le monde? Oui, c'est vraiment partagé parce que hier, les ministères sectoriels ont pris l'engagement de mettre ensemble, parce qu'au niveau des ministères, nous avons les cellules genre, nous avons les cellules environnement et climat, et ces cellules sont installées dans les DPP, qui sont les lieux de planification des actions au niveau des ministères, de chaque ministère. Ces 2 cellules ont promis de se mettre en synergie pour travailler fortement, parce que j'ai dit tantôt que les 2 questions sont des questions transversales. Oui. Donc, on a déjà cet engagement de ces cellules. Chacun ne travaille pas de façon séparée. C'est une synergie d'action pour que, donc, déjà, ça nous rassure pour que genre et changement climatique se mettent ensemble pour vraiment travailler. Donc, c'est une vision partagée par tout le monde. Ça, c'est au niveau des dirigeants et de tous ceux qui œuvrent. Mais qu'en est-il des personnes même qui sont concernées? C'est-à-dire que ce soit ces femmes-là ou ces enfants-là qui sont vulnérables face au changement climatique. Est-ce qu'à votre tour, vous allez prévoir tout un plan pour pouvoir justement faciliter leur adaptation et leur résilience? Évidemment que oui. D'abord, au retour de la COP, il y a une restitution qui est faite au niveau du Comité national sur les changements climatiques. Après cette restitution, j'avais dit tantôt que le plan d'action qui a été validé au niveau international sera traduit en plan d'action national. Et ces populations, ces femmes, les groupes les plus vulnérables seront prises en compte parce qu'avant qu'ils ne soient résilients, il faut que ces groupes-là comprennent réellement. Et comment vous allez faire pour les mettre au courant de ce qui est fait, pour les aider à s'adapter? Nous irons sur le terrain. Voilà. Nous irons sur le terrain au fin fond du Bénin, partout. À Tchoumi, à Karimama. De fond du Bénin, je vois Tchoumi. Je profite pour saluer les populations de Tchoumi. Je viendrai découvrir. Voilà, donc nous irons sur le terrain, aller rencontrer ces femmes-là avec les ONG qui interviennent déjà sur le terrain. Et hier, nous avons eu l'information que la Maison de la Société Civile
à organiser ces ONG. Il y a une plateforme. Voilà. Il y a même une thématique genre et changement climatique. Donc, nous avons travaillé avec tout ce beau monde-là, tous ces acteurs-là, toutes ces parties prenantes-là, pour que Donc, désormais, il n'y aura plus d'actions éparses, tout sera coordonné. tout sera coordonné. Au niveau du point focal. Au niveau du point, la synergie d'action, au niveau du point focal. Maintenant, en général, quand on parle de la COP 24, quelle est la feuille de route que la délégation béninoise ira présenter là-bas? Rapidement. Juste quelques points clés. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées à la COP. Nous avons l'adaptation, nous avons l'atténuation, le transfert de technologies, les pertes et préjudices, pour ne citer que ceux-là. Chaque membre de la délégation a une lettre de mission. Voilà. A une lettre de mission signée par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Et au retour, chacun doit faire, comment on appelle ça? Chacun doit faire la restitution, d'abord produire son rapport, faire la restitution. Et comme je l'avais dit tantôt, avant d'aller à la COP, le ministère organise toujours une session extraordinaire du Comité national sur les changements climatiques. Ce qui a été fait la semaine dernière oui. à l'Infosec de Cotonou. Et c'est à cette session que la position du Bénin est vraiment dégagée. Donc, ce n'est pas une action du ministère du Cadre de vie seulement, c'est tous les ministères sectoriels qui sont concernés et le ministère ne fait que coordonner. Merci beaucoup à vous, Madame Djimadia. Je vous remercie. On vous souhaite un bon séjour en Pologne. Merci beaucoup. Revenez-nous sans polonais, mais plutôt avec de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous passons à la prochaine rubrique, l'ESPER. Voilà, mesdames et messieurs, le plateau ESPER peut enfin démarrer. Aujourd'hui, on s'intéresse aux parasites en Afrique de l'Ouest vers la riposte bio. Je vais y arriver. Et je reçois pour vous ce soir le docteur Sabassatindéou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes nouvel agrégé en médecine vétérinaire. Merci d'honorer le Bénin. C'est un plaisir et un devoir. D'accord, vous êtes d'ailleurs le seul agrégé de l'Université nationale d'agriculture de Porto Novo. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Et au nombre de vos sujets d'études, justement, la parasitologie figure en bonne place. Dites-nous déjà, quels sont les parasites qu'on retrouve au Bénin et dans la sous-région? Bien, qu'il faut dire que mes travaux de recherche suivent deux axes principaux. Comme vous le dites, en premier axe, il y a l'étude de l'épidémiologie des parasites des animaux. Et nous avons travaillé principalement sur les endoparasites. Ce thème désigne des parasites gastro-intestinaux qui sont dans le tube digestif des animaux. Et aussi, nous avons travaillé sur les miases cavitaires. Cela désigne des mouches qui parasitent les cavités nasales, le corps des animaux, et principalement une mouche appelée Estrus sauvus, dont la larve, la larve de cette mouche transite dans le sinus frontal jusqu'au cerveau, et ce qui donne une maladie qu'on appelle tournie aux animaux qui vont dans tous les sens et qui tournent en rond. Et la particularité, l'importance vétérinaire de cette maladie s'étend aussi à la santé publique, parce que les enfants des éleveurs et parfois les éleveurs eux-mêmes dans les fermes sont exposés à ce risque. Donc il y a échange entre les hommes qui cohabitent avec ces animaux. Absolument. Cette maladie qui s'appelle strose se manifeste aussi chez des hommes, et il n'y a pas que des médicaments ou la drogue qui donnent la folie chez les humains. Il y a des infestations parasitaires qui logent dans le cerveau, et en exerçant une pression mécanique et une irritation sur le système nerveux, cela se traduit par des signes nerveux. Ça donne l'impression qu'on est fou, on voilà, n'est pas fou, on a juste un parasite à l'intérieur. Absolument. Donc nous avons étudié ces parasites. Nous avons étudié aussi les ténias. C'est un groupe de parasites commun aux animaux et aux hommes. Et en particulier, il y a Ténia solium, dont la larve aussi peut se loger dans le cerveau de l'homme lorsque l'homme est infesté. Pourtant, ce parasite provient des pores
que nous consommons. Ah oui, que beaucoup adorent et consommer, absolument, moi en tête. Et donc, il y a ce risque que cette larve de Taenia cellulium se développe dans le cerveau de l'homme, et c'est à la base d'une grande partie des crises épileptiques que nous observons et qu'on n'a pas de cesse d'attribuer à de mauvaises personnes qui nous envoûtent. Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte à quel point notre proximité avec les animaux peut être source de maladies pour nous. Oui, c'est de bien gentils compagnons, les animaux. Et déjà, la maladie spectaculaire, la rage du chien, le chien enragé qui mord un homme, lui transmet la rage, et c'est foudroyant, c'est mortel. On ne peut rien jusqu'aujourd'hui. Lorsque le chien enragé contamine un homme et que celui-ci exprime les signes, eh bien on ne peut plus rien, c'est mortel, c'est fatal. Pourtant, le chien est un bon compagnon de l'homme et qui cohabite avec nous. Il est important, donc, il est vrai que dans ce cas, il ne s'agit pas de parasites, c'est d'autres microbes. Oui. Donc, on partage avec les animaux des maladies parasitaires et des maladies infectieuses. Moi, je m'occupe essentiellement dans mon laboratoire, le laboratoire de parasitologie vétérinaire, d'étudier donc ces pathogènes qui sévissent sur les animaux. D'accord. Est-ce que nous partageons justement les mêmes parasites au niveau de la sous-région? Oui, il y a une porosité, en fait, il n'y a pas de frontières. Pour les animaux déjà pour les animaux et pour les microbes, les parasites, il n'y a pas de frontières. Nous nous agitons, on met des frontières, on met des contrôles. Un humain ou un animal qui transite, les bovins en transhumance, ils ne sont jamais élevés dans nos régions, que ce soit le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et parfois même au Sénégal. Les bovins ne sont pas encore élevés à l'étable, donc l'élevage est en extension et ces animaux transitent et traversent toutes les frontières. Et dans ce mouvement, ils entraînent donc les parasites. Et donc nous avons une communauté, ils font voyager sans passeport, il faut voyager les parasites. Voilà. D'accord, mais déjà parlez-nous un peu, revenons un peu sur leur prévalence. Quelle est leur prévalence? Alors, l'étude que nous avons menée en 2012 sur les parasites gastro-intestinaux des moutons et des chèvres a révélé que nos chèvres et nos moutons au Bénin, du nord au sud, souffrent à une prévalence de presque 60% de parasites gastro-intestinaux. C'est systématique, c'est-à-dire que vous contrôlez nos animaux que nous consommons là, 60% sont parasités. Et pourtant on les mange. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le polyparasitisme, c'est-à-dire qu'il y a sur un même animal plusieurs parasites de différentes espèces, donc de pathogénicité variable. Il y en a qui sont hématophages, qui sucent le sang de ces animaux. Pourquoi on voit un animal qu'on nourrit quand même et qui continue de maigrir? Voilà. Et il y a le plus méchant que nous connaissons ici en région tropicale, c'est Haemonchus contortus, qui peut prendre un seul ver. En langage terre à terre, c'est quoi? Bon, je vais dire que c'est le ver. Oui, non, il y a des éleveurs qui nous suivent, ils ont besoin de comprendre. Ils le connaissent. Mais ils ne le connaissent pas sous ce nom, Haemonchus. Pas sous ce nom, mais nous avons cette déformation scientifique et intellectuelle de donner un nom de famille, à chaque parasite. Ils le savent. Et donc, c'est un ensemble en fait de vers ronds ou plats qui logent dans le tube digestif. Certains ont un appareil buccal qui leur permet de se fixer à la muqueuse intestinale ou prélever du sang. D'autres sont dans l'intestin et se nourrissent des éléments nutritifs qui procèdent de la digestion des aliments que l'animal ingère. Et donc, c'est une spoliation. Au-delà, ces parasites, en encombrant le tube digestif, ils bloquent le transit digestif et donc ça peut dégénérer en des troubles digestifs comme la diarrhée, des diarrhées hémorragiques, etc. D'accord. Mais justement, est-ce qu'il y a des risques d'infection pour les humains, justement, les éleveurs, ou ceux qui travaillent avec ces animaux-là? Est-ce qu'il y a un risque de contamination? Pour un certain nombre de parasites que j'évoquais en introduction, il y a un risque. Par exemple, avec les bovins, avec les bœufs, nous avons un parasite en commun. Eux hébergent les larves, c'est-à-dire les bébés de ces parasites, pour aller en langage commun. Et les humains hébergent les vers adultes.
Ah, d'accord. C'est le cas de Taenia saginata. Donc, on prend les œufs chez eux et puis nous, on les développe, en fait. En fait, les œufs, les animaux eux-mêmes les ingèrent lorsque les humains défèquent dans l'environnement. C'est les hommes qui disséminent les œufs dans l'environnement. Pour les endroits où il n'y a pas de latrine. C'est un cycle bouclé et chacun joue son rôle. Et l'homme est au début et à la fin. L'homme est l'hôte définitif du parasite, c'est l'hôtel définitif du parasite, et le bovin est qualifié d'hôte intermédiaire. Alors les œufs éclosent dans le tube digestif des bovins et les larves, donc les bébés de Taenia, vont loger dans les muscles du bovin. Et il se trouve que c'est les muscles du bovin qui deviennent la viande pour les humains. C'est sûr, et c'est comme ça, c'est sur cette voie. Encore. C'est d'ailleurs la viande la plus produite en termes de quantité de tonnage au Bénin, devant toutes les autres suivies de la volaille. Avec le porc, nous avons des parasites en commun. Les chèvres, nous avons mené une étude sur le caractère zoonotique de la gale. Ça, c'est des parasites du corps. Et on a prouvé que des chèvres qui souffrent de gale transmettent leur gale à leur propriétaire. D'accord. On va pas se contenter, mesdames et messieurs, que de vous parler des mauvaises nouvelles. J'ai toujours une bonne nouvelle, vous le savez. Alors, la bonne nouvelle sur ce plateau, c'est que vous avez une autre approche de solution, justement, pour pouvoir soigner ces animaux-là. Pour vous, la solution, c'est dans le rail végétal. Oui, de plus en plus, nous portons un intérêt particulier sur la bioactivité des plantes tropicales. La flore africaine est très riche. Il y a des milliers d'espèces de plantes qui ont des vertus médicinales. Ceci est bien connu de nos aïeux, de nos paysans qui, dans les milieux ruraux, n'avaient pas accès aux molécules conventionnelles qu'on déverse sur le marché. Et donc, ils contrôlaient tant bien que mal les parasitoses des animaux et même des humains avec ces plantes. Sauf qu'on a toujours déchanté cette procédure parce que c'est empirique. Il n'y a pas moyen de savoir quel est le principe actif de la plante. Mais ces vieux vous diront que ça marche à tous les coups. Hein? Oui, c'est que ces vieux ne savent pas. Il ne s'agit pas de les défier parce que sans eux, nous ne pouvons même pas faire nos recherches. Nous fondons nos recherches, la pertinence de nos recherches sur ce qu'eux, ils pratiquaient depuis la nuit des temps. Mais l'insuffisance de cette pratique ancestrale, c'est que c'est efficace, mais c'est sujet à des effets secondaires, parce que quand vous prenez une plante, une feuille ou une racine ou une écorce, elle ne contient pas un seul élément chimique qui va avoir un effet thérapeutique. C'est un ensemble de principes actifs, un mélange. Il faut les isoler alors? Il faut les isoler parce que, utilisés ensemble, vous avez votre principe actif qui est efficace contre la maladie que vous voulez contrôler, mais vous en avez d'autres principes actifs qui vont avoir un impact négatif, soit sur le foie, sur le rein, et cela explique chez les humains, puisque dans notre milieu, l'insuffisance des moyens d'accès à l'hôpital fait qu'on fait recours abondamment à ces potions. Et cela explique en partie les problèmes d'insuffisance rénale qui frappent les humains. Donc, il s'agit, en défi pour le monde scientifique, de pouvoir rationaliser ces recettes endogènes. Et ça a été l'objet d'une partie de notre thèse effectuée en 2012. Et qu'est-ce que vous en avez retenu, justement? Alors, on peut confirmer que nos parents, nos paysans, nos ancêtres avaient raison. Ils détenaient des recettes très efficaces. Mais il se trouve donc qu'il y a certaines toxicités de ces recettes-là. Et nous nous donnons le plaisir et le devoir dans notre laboratoire d'extraire plutôt les composants chimiques des plantes, d'évaluer lesquels précisément ont un effet bénéfique pour soulager l'animal. Et donc, nous pouvons vérifier sur l'animal les impacts éventuels sur les organes, la toxicité aiguë, nous l'appelons, pour prévenir l'utilisation chez l'homme. Dit attention, il y a des risques de toxicité sur le rein ou sur le foie à partir de telle ou telle autre dose. En fait, donc, ces deux mondes, le monde des paysans, le monde, les savants
du monde rural devraient collaborer avec les savants modernes que nous essayons d'être pour mettre au point un jour des médicaments propres à nous. Nous avons des aînés qui ont déjà développé des choses et il faut continuer parce que, comme vous le dites, ça représente vraiment une chance pour contrer ces quantités massives de molécules chimiques qu'on déverse sans certitude d'efficacité. D'accord. Merci à vous, Dr Sabas Atidéo. Nous rappelons que vous êtes un nouvel agrégé en médecine vétérinaire. Vous avez une très bonne nouvelle sur ce plateau, c'est que dorénavant, il faudrait qu'on puisse davantage s'intéresser aux rails végétales qui nous entourent pour soigner nos animaux. La solution est peut-être là, une solution qui est peut-être définitive et qui peut contrer toutes ces molécules qui nous viennent de l'extérieur. C'était donc l'information au niveau de l'expert. On passe à présent à la rubrique Horizon Culture. Voilà, sur ce plateau, on reçoit un DA. Ce n'est pas tous les jours que je reçois les DA. Je ne connais pas comment on fait. Est-ce qu'on s'abaisse, on dit Da Sojo, bonsoir? Kudo Lewenu, bonsoir. Kudo Lewenu. Voilà, donc Da Sojo, Kudo Lewenu. Mesdames et messieurs, vous qui êtes Da aussi, mi Kudo Lewenu, voilà. Aujourd'hui, on s'intéresse à la musique au Bénin, comment détecter les talents. Avant de parler de notre sujet, déjà, dites-nous un peu, c'est qui Da Sojo? Da Sojo, c'est un Bonogan, c'est un ministre à la Cour royale d'Abomey. J'exerce beaucoup de fonctions. Je suis ministre des Finances à la fois et puis je suis chef d'état-major du roi Glélé. C'est un peu pour comprendre un peu ce que ce profil-là vous rapporte en tant qu'artiste comédien. Est-ce que ça vous enrichit un peu plus pour être un bon comédien, trouver des textes inspirants et tout ça? Puisque je suis dans la tradition, ça m'inspire beaucoup de choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, mon dernier film, c'est nommé Sebouroué. Sebouroué, c'est-à-dire la nature a tranché. Et puis c'est un film qui a beaucoup de poids, ça comporte beaucoup de choses et surtout traditionnellement. D'accord. Mais ça rapporte quoi à ceux qui vont sur ce film-là? Est-ce que ça nous apprend un peu plus sur notre culture, sur nos traditions? Ça renseigne sur quoi? Ça renseigne sur notre tradition et puis ça donne la volonté à l'homme de faire ce qui ressort du cœur de son cœur, c'est-à-dire la fille du roi où le roi voulait la marier à une Parisienne, mais qui est malheureusement tombée amoureuse pour l'esclave, le dernier esclave de son père, du roi. Pour voir un peu ce que ça veut dire. C'est les intrigues d'amour impossibles. Hein? D'accord. Oui, c'est un peu ça. Le roi a voulu faire beaucoup de choses pour empêcher ce mariage, mais finalement, ça s'est réalisé. Et comment? Traditionnellement, nous avons vécu beaucoup de choses. D'accord. Mais quelle est la leçon à tirer? Est-ce que, bon, peu importe vos origines, l'amour finit toujours par triompher? Est-ce qu'on peut se résumer à ça pour le film Sebouroué? Oui, Sebouroué, c'est que notre résumé, c'est juste pour dire l'homme propose, mais Dieu dispose. Vous pouvez tout penser, s'il revient à Dieu de trancher autrement, vous n'avez aucune force. Aucune force. Alors, vous avez aussi ce don, hein, vous détectez les talents au Bénin. On n'a pas non plus d'artistes chanteurs pour vous, véritablement. Comment ça se fait? C'est un peu difficile pour d'autres personnes, mais très facile pour Da Sojo, puisque c'est une lecture qu'il faut faire en la personne. Il faut faire une lecture sur cette personne, juste pour savoir, il te dit qu'il est artiste, mais d'après votre lecture, vous devez comprendre qu'est-ce qu'il sait faire réellement. Puisqu'il y en a qui ont la volonté de le faire, mais qui n'ont pas ce don. Alors, dans la lecture, vous devez comprendre que c'est un don. Non, ce n'est pas un don, c'est quelqu'un qui s'efforce, mais il s'efforce positivement. Oui. Pour d'autres, c'est qu'il a l'ambition de le faire. Il a beau s'efforcer, ça ne viendra pas. Oui, ça ne viendra pas. Et puis ils se disent que tout ce qu'il est en train de faire, c'est beau, c'est bien, mais finalement, c'est nul.
C'est nul. C'est nul. Et justement, à quel moment vous leur dites tu as beau essayer, tu n'y arriveras pas parce que ce n'est pas un don, tu ne peux pas exceller dans ça. Oui. Bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui me dit qu'il chante, qu'il est artiste chanteur. Et qui a une voix de casserole comme moi. Il faut juste analyser la voix d'abord, voir quel genre de voix il a pour exprimer son message. D'accord. Puisque toutes les chansons ne sont pas à exprimer de la même voix, de la même manière, de la même façon. Et en plus de ça, il faut analyser tout ce qu'il met dans le message. D'accord. Tout ce qu'il dit dans le message. Et au vu de tout ça là, il faut étudier aussi cette moralité de la personne. Le respect qu'il a pour ce qu'il est en train de dire. Mais si vous c'est ferez une bonne pour lecture. être un chanteur, est-ce qu'il est obligé d'être un parolier? Parce qu'il y a une différence entre avoir la voix et savoir écrire des textes. Si vous avez la voix, vous pouvez peut-être vous associer avec quelqu'un d'autre qui est un parolier et être un artiste chanteur. Oui, ça se réalise, puisque nous en avons beaucoup qui écrivent les textes, mais qui n'arrivent pas à les exprimer comme cela se doit par leur voix. Alors là, il y a ceux qui sont là, qui peuvent les livrer en chanson et qui le font. D'accord. Mais quel est l'accompagnement qu'il faut pour ces artistes afin de dévoiler leur potentiel au monde? Il y en a beaucoup. Seulement qu'au niveau de Dasojo, j'accompagne un peu spirituellement aussi. Puisqu'il faut faire comprendre à l'intéressé ce qu'il sait faire. C'est-à-dire des prières. Il y a des prières, il y a des exercices qu'il faut faire. Spirituellement. Oui. D'accord. L'accompagnement n'est pas que seulement au niveau du travail. Parfois Non. aussi, il y a la spiritualité qui revient. Parce qu'être un artiste aussi, c'est pouvoir résister à la pression du public, gérer le public et tout, et le retour qui peut être négatif aussi. Hein. On a beau aimer un artiste et l'accueil qu'on lui fait peut ne pas être celui qu'il attend. Raison pour laquelle il faut les aider toujours à être prêts à se livrer au public. Ils sont tous prêts, ils vont le faire. Je suis sûr que le public béninois va aimer. Ils sont vraiment prêts. D'accord. Est-ce que vous avez un message pour ceux qui ont envie d'être artistes? On a beaucoup de jeunes là, à la maison, ils ne veulent pas étudier. Tout ce qu'ils veulent, c'est être artiste. Est-ce qu'il suffit de le vouloir pour être artiste? Il faut le dire, il faut continuer de le dire. Aujourd'hui, nous avons un beau nombre qui se disent artistes, mais qui ne savent même pas ce qu'on n'entend pas artiste. L'artiste, c'est pas se livrer juste à des textes ou à des chansons pour ne rien faire. Il faut toujours accompagner ce qu'on sait faire de quelque chose. Être artiste, c'est savoir faire des analyses, c'est savoir placer des mots, c'est le respect qu'il faut pour la parole, c'est le respect qu'il faut pour ce qu'on est en train de faire. Il faut avoir tout ça là en jeu pour être un bon artiste. Le bon artiste n'est pas quelqu'un qui va rester chez lui et se dire bon, j'attends le moment venu où Aziza va me donner ce qu'il doit faire. Non. On doit travailler, on doit boxer aller dur. aussi à la rencontre des populations, Oui. parce que c'est peut-être de là que vient l'inspiration. L'artiste a affaire avec la nature pour dire la nature. D'accord. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Le rôle de l'artiste aussi, c'est parler un peu des maux qui mènent la société, parler des problèmes que rencontrent les populations. Pour tout ça, il faut avoir des atouts particuliers, n'est-ce pas? C'est tout cela que je mets dans la nature. Oui. D'accord. On a compris. Donc, pour vous, le message aux jeunes, c'est quoi? Il ne suffit pas de rester chez lui pour dire qu'on est artiste. Hein? Non, il faut boxer très dur. D'accord. Horizon Culture s'achève ainsi. Merci à Dasojo d'avoir été des nôtres. Nous passons à présent sur la toile pour la revue de l'actualité web.
4 milliards de francs CFA pour renforcer les institutions dans le secteur agricole au Bénin. Un appui de l'Union européenne à la stratégie nationale de développement du secteur agricole. L'Union européenne et l'Agence belge de coopération au développement ont signé hier, jeudi 22 novembre, la convention de mise en place d'un dispositif de dialogue entre les acteurs. L'information est rapportée par La Nation. Sur son site, nous pouvons lire que ce geste vise à faciliter le processus de transition et d'opérationnalisation de partage de fonctions entre acteurs du secteur agricole. Cela se fera via 2 domaines. Le premier est le renforcement de capacités des structures opérationnelles déconcentrées et décentralisées. Quant au second, il porte sur l'appui aux filières prioritaires dans leur structuration en interprofessionnel et dans l'adoption de leur plan d'action. Le site d'information nous précise que le secteur agricole à lui seul a contribué à plus de 20% au produit intérieur brut et constitue la principale source de devises au Bénin. 63 milliards de francs CFA pour relever les défis du ministère de la Santé en 2019. Le projet a été présenté à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Hier, jeudi 22 novembre, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a exposé le projet de budget de son département ministériel au titre de 2019. Il est évalué à la somme de 63,610 milliards de francs CFA. Ce montant va servir à la réalisation de certaines priorités du ministère, entre autres l'opérationnalisation de la phase pilote du volet assurance maladie, du projet assurance pour le renforcement du capital humain. Autre défi, le démarrage de la construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 5 autres hôpitaux d'arrondissement. Benjamin Rumpati a également évoqué la construction du centre hospitalier universitaire de référence à Abomey-Calavi, la poursuite des mesures de gratuité et bien d'autres. À ces chantiers s'ajoute l'acquisition des vaccins pour faire face aux épidémies et de médicaments pour la lutte contre le paludisme. Autre information, en France, les étudiants africains protestent contre des frais d'inscription jugés discriminatoires à l'université. 2 pétitions ont été lancées et ont déjà recueilli plus de 160 000 signatures en 3 jours. Cette augmentation fait suite à la décision du gouvernement français d'augmenter substantiellement les frais d'inscription dans les universités françaises qui ont décuplé. Les étudiants africains, qui constituent près de la moitié des étudiants étrangers en France, dénoncent une décision qui va leur fermer la porte de ces universités malgré les assurances de l'État français. Sur son site, RFI nous apprend que la France est aujourd'hui le 4e pays au monde et le premier pays non anglophone qui accueille le plus d'étudiants étrangers. L'objectif est donc d'attirer ces étudiants tout en les faisant participer un peu plus au financement du système universitaire français. Fin de la revue web de ce jour, on se retrouve lundi prochain. Merci à vous Jennifer Sachivi pour cette revue de l'actualité web. Uvaïs Balogou s'impatiente. L'heure du journal est sacrée. Nous allons le rejoindre donc pour le journal et on se retrouve tout juste après, mesdames et messieurs.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Hier, 22 novembre, c'était la journée africaine de la statistique. Occasion pour se pencher sur des sujets relatifs à la disponibilité des données statistiques et sur la façon de les analyser. Chaque année, le phénomène de grossesse en milieu scolaire touche des centaines de filles au Bénin, mettant au cœur des enjeux de développement les questions relatives à la santé de la reproduction. Le savon liquide, produit de façon artisanale, est de plus en plus utilisé pour les travaux ménagers. Sa fabrication requiert un doigté que seules certaines femmes maîtrisent. Je le disais dans les titres, l'Institut national de la statistique et d'analyse économique a célébré hier, 22 novembre 2018, la 28e édition de la Journée africaine de la statistique, placée sous le thème des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif. Cette journée vise à attirer l'attention non seulement des populations, mais aussi des experts africains sur l'importance d'avoir des données fiables qui permettent de conduire les politiques des gouvernants. Plus de précisions dans ce reportage signé Bernold Djobé, Enoch Mpati. En 2018, la population du Bénin est de 11 527 412 habitants avec une croissance démographique de 2,77% par an, selon l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ces données ne sont pas inventées, bien au contraire, elles sont issues des enquêtes menées auprès de la population. Si un État doit prendre une décision ou doit formuler des politiques de développement économique, il est de bon ton que cet État s'appuie sur les données existantes, sur des informations, parce que pour construire l'avenir, on dit il faut connaître le passé. Et le passé, c'est les statistiques qui donnent cette information. Au Bénin comme partout ailleurs, l'importance de la statistique n'est plus à démontrer. Elle fournit des renseignements essentiels qui aident les gouvernants à la prise de bonnes décisions, d'où l'institution de la Journée africaine de la statistique. Pour commémorer cette 28e édition, les acteurs du domaine réfléchissent autour du thème des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif. Il faut ça pour permettre aux décideurs de prendre des décisions conséquentes pour le développement d'un tel secteur comme le secteur de l'agriculture. Je ne veux pas citer tous les secteurs, les secteurs sociaux, en l'occurrence aujourd'hui. Vous convenez avec moi qu'on parle de la mise en œuvre du grand projet H. Donc il va falloir disposer des statistiques officielles fiables pour mieux asseoir ce projet au bénéfice des populations du Bénin. Les données statistiques fiables sont le reflet de la réalité au quotidien de la population. Mais la réticence d'information au niveau de cette dernière rend difficile le travail pour l'INSAE et constitue un frein au développement. Et c'est vrai que certaines questions, certaines de nos enquêtes vont dans l'intimité même des populations. Mais je voudrais rassurer que ces questions, c'est juste pour avoir l'information, pour pouvoir donner l'alerte aux autorités et leur dire il y a tel problème sur lesquels il faut vraiment prendre des dispositions. Ce n'est nullement pas des informations qui seront divulguées. Donc je voudrais inviter les populations à nous donner un peu plus d'informations puisque nous demanderons dans les jours qui viennent un peu plus. Les statistiques touchent tous les secteurs. Toutefois, la collecte de données, la formation du personnel et le traitement des informations nécessitent des moyens conséquents. Tout ce que nous menons, la plupart de nos enquêtes d'ailleurs, sont financées par les partenaires techniques et financiers. Parce que toutes ces activités, nous ne pouvons pas les mener les bras vides. L'effort que le gouvernement a déjà fait, c'est un effort considérable, très appréciable. D'autres efforts sont attendus du gouvernement et nous pensons que le gouvernement ne nous lâchera pas. Au total, 7 communications sont prévues dans le cadre de cette 28e édition de la Journée africaine de la statistique, avec à la clé des recommandations fortes.
Les grossesses en milieu scolaire constituent une vive préoccupation dans beaucoup d'établissements scolaires au Bénin. Ce phénomène est devenu tellement préoccupant avec son lot de conséquences néfastes sur la santé et le devenir de la jeune fille qu'il mobilise toute la communauté éducative. Les causes de ce phénomène qui amène plusieurs filles à abandonner les classes sont essentiellement le suivisme et la démission de certains parents. Reportage. Environ 2763 cas de grossesse enregistrés en 2016 interpellent la conscience collective. Libres et laissés pour compte, les jeunes sont exposés à des pratiques peu saines pendant les vacances. Les grossesses sont possibles à partir du moment où il y aura un désœuvrement. L'école finie, les parents continuent leur activité ordinaire, il n'y a plus de surveillance spéciale. Les enfants n'ont plus d'occupation et ils se retrouvent en train de s'adonner à des activités entre griffes illicites. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, le phénomène persiste. Une situation qui limite leurs chances de réussite au plan socio-économique. Que ce soit une fille, il va faire de n'importe quoi pour revenir, il a gâté sa vie. Même le garçon, s'il va grossir la fille d'une autre personne, tu prends les responsabilités. Notre temps, il n'y avait pas ça là. Les statistiques du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année 2016-2017 sont plus qu'évocatrices. Le département des Collines vient en tête avec 472 cas, suivi du département du Zou et du Borgou qui ont enregistré respectivement 427 et 400 cas. Pour le compte de l'année scolaire 2017-2018, de nombreux cas ont été signalés. Il s'avère donc nécessaire de situer les responsabilités. La responsabilité incombe entièrement aux parents, parce que les enfants leur reviennent complètement à la maison. Les enfants n'obéissent pas, on n'y peut rien. Loin d'être un phénomène nouveau, les grossesses non désirées prennent une proportion alarmante. Il serait important de prendre des dispositions pour prévenir le mal. Les parents devraient avoir le recul nécessaire pour discuter avec les enfants en âge pubère ou déjà pubère. Si les parents sont incapables, ils peuvent s'appuyer sur les médecins, ils peuvent s'appuyer sur les psychologues, ils peuvent s'appuyer sur les psychiatres, ils peuvent s'appuyer sur les sages-femmes pour permettre à l'enfant de découvrir et de comprendre que la sexualité ne peut pas être un sujet tabou. Lorsque la grossesse survient, les adolescentes sont exposées à des complications du fait de leur jeune âge. On pourra avoir plein de complications, dont la plus grave, c'est l'hypertension artérielle qui peut se développer au cours de la grossesse et rendre dangereuse donc le fait qu'elle porte cette grossesse, parce qu'elle pourrait avoir des complications à type d'éclampsie, donc des convulsions qui peuvent être mortelles. L'accouchement, lui, peut être compliqué ou compromis par voie naturelle et obliger les gynécologues à faire une opération césarienne puisque l'enfant est trop gros pour sortir par les voies naturelles qui sont trop petites. La sexualité des adolescentes apparaît aujourd'hui comme un sujet important au Bénin. Il convient donc de sensibiliser, d'enseigner et d'éduquer la jeune génération sur les attitudes et valeurs à adopter pour une vie sexuelle épanouie. Le savon liquide est un produit basique qui sert à faire la lessive, la vaisselle et bien d'autres choses. Sa fabrication est un procédé qui fait appel à des mélanges de produits afin d'obtenir un liquide homogène. La commercialisation de ce savon est très répandue et l'on peut se le procurer un peu partout. Ghislain Mponou, Richard Assangbé et Sylvania Tchanou ont suivi le procédé de fabrication. Suivons plutôt. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean, un quartier de Cotonou chez notre artisane d'occasion pour ensemble découvrir la procédure de fabrication du savon liquide très prisé dans les ménages.
fois les emplettes faites, il faut passer au mélange. Remuer le sel, la pâte et l'acide pendant 10 minutes afin d'obtenir un mélange homogène. Rajoutez peu à peu de l'eau au mélange jusqu'à 15 litres de préférence pour la dose de savon voulue. Ensuite, rajoutez le conservateur et la couleur tout en continuant à remuer le mélange. Voilà, c'est enfin prêt. Pendant 8 à 12 heures, le savon doit rester au repos. Passé ce temps, nous y rajouterons le parfum avant la mise en bouteille. Le processus de fabrication du savon liquide nécessite du temps, de la patience, mais surtout de l'énergie. Il faut avoir la force pour pouvoir commencer parce que avec la pâte, du sel et l'acide là, ça demande plus d'efforts. Donc tu dois avoir un peu de force pour pouvoir remuer le tout ensemble sans l'eau, sans ajouter d'eau. Fabriquer du savon liquide, c'est aussi une question de goût et de couleur. Et on a la couleur jaune, la couleur verte, la couleur violette, le bleu et rose, orange. Pour cette dame, produire du savon liquide est une activité secondaire. Je fais mon savon liquide sur commande. Pour 4 000 francs d'achat d'ingrédients et de bouteilles en plastique, le fabricant peut avoir environ 2 000 francs de bénéfices. Hors des frontières béninoises, le secrétaire général du ministère du Commerce du Sénégal a annoncé qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, les exportations sénégalaises vont augmenter de 0,80%. La première étude réalisée par les experts du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a révélé que la mise en œuvre de cette zone, avec la libéralisation de 90% des lignes tarifaires, devrait se traduire par une augmentation de 0,53% des importations et 0,84% des exportations, soit une baisse de 0,70% des recettes publiques et une amélioration du pouvoir d'achat des ménages avec la baisse des produits importés. Les réserves en devises de la Mauritanie se sont élevées fin octobre 2018 à près de 500 milliards de francs CFA. Ce volume de devises est à même de couvrir 6 mois d'importation de biens et de services par le pays, a précisé le Premier ministre Ould Béchir. Il a notamment révélé que le chiffre d'affaires du secteur des pêches pour l'année 2018 a dépassé les 450 milliards de francs CFA contre 248 milliards en 2014 et que ce secteur crée actuellement 60 000 opportunités d'emploi. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. À demain. Voilà, merci à vous, Yvaïs Balogun. Mesdames et messieurs, nous faisons ensemble le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, ce soit donc tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Notre instant citation à présent, ce soir avec l'instant citation, on fait un clin d'œil aux amoureux de la lecture. Alors la citation, elle dit ceci: une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Cette citation nous vient d'Emmanuel Kant. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Nous vous souhaitons par anticipation un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de BB24. On se retrouve lundi si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien.